Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi, c'est le soir, je suis un petit peu fatiguée. Je vais pas parler beaucoup parce que je viens de conclure le carnet de bord précédent et j'ai déjà assez parlé. Mais je viens juste vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture, enfin que je vais commencer une nouvelle lecture parce que j'ai terminé Après de Stephen King aux éditions Albin Michel que j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment de lecture, c'était vraiment bien. Vous avez mon avis dans le dernier carnet de bord mais c'était une très bonne lecture. Et du coup je me lance avec Justine en lecture commune pour Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Albin Michel toujours. C'est un livre que j'avais reçu je crois ce printemps. C'est un tout petit roman qui a l'air tout cosy. Il fait 238 pages et c'est écrit assez gros. Et est-ce qu'on peut voir qu'à chaque paragraphe il y a une tasse de café là, trop kikinette. Vous voyez comme c'est écrit gros. Voilà, ça a l'air fluide, ça a l'air doux, ça a l'air gentil. Je pense que ça c'est très bien, ça fait un peu de bien après les revenants et les fantômes de après. Donc je voulais le résumer. Donc c'est traduit du japonais, voilà. Alors chez Funikula, le café change le cœur des hommes. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Un roman extraordinaire sur un café où tout est possible. Publisher Weekly. Ça a l'air tout mignon, voilà. Tout est possible, tout est beau, tout est gentil, on vit des beaux souvenirs et je vais lire ça. Ça va me faire du bien. Voilà, donc c'est ma nouvelle lecture que je lis avec Justine. Voilà, au niveau livre audio, j'ai pas encore commencé de nouveautés suite à mon dernier livre audio donc que j'ai lu qui était Agnès Ledig. J'ai quelques livres dans ma wishlist audio et surtout c'est que je vais commencer un livre audio en février avec Florence. On va se faire là pour la première fois une lecture commune audio. On va tenter ça, mais en attendant il faudrait que je trouve un petit livre audio pour les 15 jours du mois de février, enfin les presque 15 jours du mois de février qui me restent. Les 10 jours, parce qu'on est déjà le 18. Et voilà, pour finir le mois avec une petite douceur. Donc je vous tiendrai au courant. Et sinon, je vais vous laisser là pour cette introduction, parce que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai encore plein de choses à faire. Je vous retrouve plus tard. Je reviens déjà. Non, c'est parce que j'ai un unboxing, en fait, j'avais oublié. Je suis pas prête. Hop. Donc... j'ai reçu un paquet de la part des éditions Juno. Alors je crois savoir ce que c'est, parce que j'ai fait une petite demande en fait particulière à l'équipe. Et je sais pas si c'est ça. Alors c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors ça s'appelle Vous avez connu Rimbaud de Jean Rouard et Rachid Marais. Alors, nous sommes une dizaine d'années après la mort d'Arthur Rimbaud, alors que la légende commence à se répandre du surdoué de 17 ans et de son passage éclair dans la poésie, un journaliste débarque à Charleville pour enquêter sur ce qu'il est advenu du prodige. Car il y a une vie après la poésie, laquelle pour l'adolescent ne fut qu'un moyen de se faire valoir avant de passer à autre chose. Mais de ce moment on s'essouffle à le suivre. Oui. L'Europe, le plus souvent à pied, Chypre, Java, l'Égypte, l'Abyssinie, Marseille. Fasciné par l'homme au regard pervenche, son abandon de la poésie et son don des langues, sa solitude, ses activités de négociant à Aden et Harare, le journaliste décide de poursuivre son enquête et convoque les derniers témoins. Et sa première question. Vous avez connu Rimbaud ? Tous nous livrent un morceau. Au lecteur de les reconstituer pour découvrir un visage un peu différent du Rimbaud immortalisé par la fameuse photo de Karjat. Ah, donc c'est une bande dessinée.
C'est un roman graphique bande dessinée. Noir et blanc. Je ne connaissais pas du tout. Mais du coup, ça doit être sur la vie de Rimbaud. Ça va être plutôt intéressant. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Le coup de crayon est très joli. Par contre, c'est beaucoup écrit. Je sais pas comment vous dire. Bah, pourquoi pas, mais merci beaucoup aux éditions Duno. J'avais oublié de vous le présenter. C'est un beau livre. Et donc, pour les infos, il est déjà sorti. Il est sorti cet hiver. Voilà. C'est plutôt joli comme ouvrage. Si vous aimez Rimbaud, je pense que ça peut être intéressant. Et donc, c'est Jean Rouart qui a écrit. C'est aussi un écrivain qui a eu un prix Goncourt d'ailleurs. Et l'illustrateur, c'est Rachid Maraï. On voit vraiment que c'est un illustrateur de dessin un peu de presse. Donc merci beaucoup aux éditions Duno pour cet ouvrage. C'est pas celui que j'attendais, mais c'est quand même très beau livre. Donc je pense que je prendrai plaisir à le lire. Donc merci encore beaucoup. Et pour cette fois, c'est bon, je vous laisse. Hello, aujourd'hui on est mercredi, je vous ai pas pris hier parce que j'étais malade et c'était une bonne journée de crotte du matin au soir. Voilà, il s'avère que j'ai le Covid. Encore une fois, pour tous ceux qui vont me dire mais encore tu l'as Estelle? Oui, je l'ai encore. Je l'ai eu l'année dernière exactement à la même période. Donc voilà, c'était juste avant, c'était pour les préparatifs de la Saint-Valentin, donc grosse période de travail l'année dernière et rebelote. Donc à croire que c'est une période de l'année où je suis un petit peu faible et je chope toutes les merdes. Voilà, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que du coup je suis en télétravail puisque malheureusement je ne peux pas arrêter de travailler. Voilà, donc je suis à la maison depuis hier fin de journée puisque j'ai été faire un test, j'ai fait un autotest le midi négatif, j'ai fait un antigénique le soir positif et clairement je suis pas hyper bien. Vous l'entendez sûrement à ma voix, j'ai le nez pris, j'ai mal à la gorge, voilà bref. La crève quoi, voilà, donc il s'avère que c'est une crève Covid, on adore. Je devais aller à Paris ce week-end, voir ma filleule, voir Florence, Flowen Books et les copines. Finalement bah, tout est annulé, donc heureusement j'ai pu décaler mes billets d'avion pour le mois de février. Et voilà, tout annulé, donc... C'est ainsi, voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé le King, bien sûr. J'ai commencé hier un nouveau livre qui s'appelle Tant que le café est encore chaud. C'est un livre japonais que je lis, je crois que je l'ai commencé lundi soir, je vous ai dit hier, mais je crois que je l'ai commencé lundi soir. Mais j'étais tellement mal hier que finalement j'ai pas lu beaucoup. Déjà lundi soir j'ai pas lu beaucoup parce que je sentais que j'étais pas très bien. Donc finalement je suis autour de la page 60. C'est mignon, c'est pas transcendant mais c'est très mignon, voilà, ça passe bien après un Stephen King parce que ici on va parler de résilience, on va parler de retour dans le passé, d'acceptation, de challenge, voilà, bref, toutes ces petites choses du quotidien. Et c'est mignon, voilà, j'aime beaucoup, j'aimerais lire davantage mais je vous avoue que entre la fatigue et la fatigue, voilà, quand on est malade quoi. Je suis pas hyper concentrée, sachant que ben, la journée je travaille malgré tout. Donc c'est pas un Covid où tu restes au lit et tu lis toute la journée. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc je reviendrai vous parler, je vais peut-être me mettre plus à la lumière du jour et vous montrer ma lecture. Hop. C'est ce roman-là, je mets à la lumière. Ce roman-là, Tant que le café est encore chaud, je n'essaye pas de vous prononcer
le nom de l'auteur, vous vous doutez. Au niveau de l'histoire, donc j'ai lu la première partie. Vous voyez, je suis vraiment au début, j'avance pas. Il fait 230 pages. C'est un tout petit livre, mais je suis vraiment, voilà. La première histoire, c'est l'histoire d'une nana qui s'appelle... Je ne sais plus. Fumiko, je crois. C'est une jeune femme qui vient d'être larguée, en fait. Le garçon avec qui elle sort part pour les États-Unis et il a sa valise et il lui donne rendez-vous dans un café. Ce café est fermé, du coup il se rabatte sur un autre café qui est dans une espèce de cave et c'est là qu'il lui dit qu'il part en fait. Il a choisi entre elle et son travail, il a choisi son travail et du coup il part, elle est effondrée, elle est très triste, elle comprend pas trop ce qui s'est passé, comment à partir de quel moment elle a lâché prise et qu'elle a pas vu voir revenir les choses, qu'elle a pas venu voir, à quel moment elle a pas vu voir, à quel moment elle a pas vu les choses venir, c'est mieux. Et du coup, en fait, elle va retourner dans le café cave une semaine plus tard et elle aurait entendu des bruits de couloir comme quoi dans ce café, on aurait la possibilité de retourner dans le passé. Mais pour retourner dans le passé, il y a des conditions et elles sont pas simples, notamment qu'il faut revenir dans le présent avant que le café ne soit froid. Voilà, je trouve que c'est assez mignon comme image, comme hyperbole, c'est très mignon et en fait on peut pas vraiment changer le passé, on peut juste assister de nouveau à la scène. Et c'est un peu ça, et puis en fait c'est un peu une question de résilience, les personnages ils sont confrontés à leurs derniers souvenirs dans ce café, et voilà, il faut juste qu'ils acceptent les choses, et il faut aussi qu'ils soient persévérants pour pouvoir accéder à ce passé, parce que c'est pas si simple. Et voilà, donc c'est l'histoire de plusieurs personnages qui vont tenter de retourner dans le passé, chacun à leur tour. Voilà, j'ai lu la première histoire, je crois qu'il y a 3 personnages. C'est mignon, c'est vraiment très gentil, très doudou, et en fait pour moi la couverture transpire l'histoire du livre, quoi. Enfin, c'est exactement l'ambiance de ce petit café là, floral, un peu simple mais mystérieux. Voilà, donc c'est ma lecture. Là c'est bientôt 17h, mon conjoint est parti se faire tester parce que du coup il est enfermé avec moi. Donc lui il a pas de symptômes pour l'instant, mais bon. Donc il est parti se faire tester, donc là moi je vais m'arrêter aussi dans ma journée, je vais faire le montage de ma vidéo YouTube, parce qu'elle va sortir vendredi, mais il faut quand même que je la monte et que tout ça. Donc je vais faire ça maintenant, et après je pense que je lirai et que j'essaierai de me reposer. Voilà, j'ai pas été à la boîte aux lettres, je vous avoue que j'ai pas le courage de sortir de mon salon. Donc j'irai voir ça plus tard. Et sinon, rien du tout. Voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à plus. Hello, on est jeudi, fin de journée. Pour le coup j'étais à la maison, j'aurais pu vous filmer plus tôt, mais comme je télétravaille et que je suis malade, j'ai pas beaucoup pris le temps. Là c'est la session câlin. Au niveau de ma lecture, du café est encore chaud. Hier j'ai lu un petit peu, mais je me suis endormie à 19h, j'ai même pas mangé. Je fais une nuit de 10h pour vous dire, j'avais besoin de récupérer. Bref, il me reste 40 pages. Donc c'est la toute dernière histoire, il y a 4 histoires, là je suis à la toute dernière qui s'appelle La mère et l'enfant, et à chaque fois en fait on va retrouver la relation avec différents personnages, donc soit des sœurs, soit un couple, soit la mère et un enfant, et on a toujours ce retour dans le passé
Donc je disais que c'est toujours une relation avec plusieurs personnages qui retournent dans le passé. Et sinon donc je vais finir ça ce soir et je vais aussi lire je pense la bande dessinée Le Caravage que je me suis acheté samedi parce que j'ai pas envie d'oublier l'histoire que j'ai encore un petit peu en tête et je veux vraiment voilà finir tourner la page sur Le Caravage et cette BD me fait très envie donc je pense que je vais la lire ce soir et comme ça demain je commence une nouvelle lecture commune qui est Le Jardin des Mensonges de Susan Fletcher, mais je vous en reparlerai demain du coup. Je vais essayer de vous filmer 2 jours cette fois quand je serai pas trop quand j'aurai pas trop de travail et puis voilà. Du coup je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est vendredi, je prends un peu l'air, je me mets dehors un peu pour m'oxygéner, changer l'air vicié de la maison aussi. Voilà, aujourd'hui il y a un léger mieux, mais c'est pas hyper fulgurant non plus, donc on continue de faire avec, voilà. Sinon hier on était le 20 et c'était le premier jour des nuits de la lecture. Alors les nuits de la lecture je suis toujours très très optimiste parce que je me dis oui je vais lire toute la nuit, enfin du moins un maximum. Ou alors je regarde des émissions littéraires ou des vlogs ou ce genre de choses. Initialement les nuits de la lecture c'était c'était un peu des portes ouvertes je crois, des bibliothèques municipales et des médiathèques qui avaient potentiellement des ateliers ou des invités dans les médiathèques, ce genre de choses pour parler de culture et de lecture. Mais je crois qu'avec le Covid ça s'est perdu un petit peu, maintenant ça se passe sur les réseaux et donc hier j'ai voulu me challenger et lire un peu plus que d'habitude. Bon, j'ai pas lu beaucoup plus que d'habitude, je vous rassure de suite, mais j'ai quand même terminé Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publié aux éditions Albin Michel. Donc ici c'est un recueil entre guillemets de 4 histoires, on va suivre 4 chapitres. À chaque fois c'est des personnages, des rencontres, des retours dans le passé et tout ça se passe dans un petit café un peu bizarre, dans un sous-sol dont un siège à une table nous permettrait de retourner dans le passé, mais à certaines conditions. Il y a 4 jolies histoires, j'ai bien aimé cette lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une excellente lecture non plus, mais c'est quelque chose de tout doux, la morale est très mignonne, les messages qu'on essaye de faire passer sont très doux, très gentils. La dernière histoire est la plus touchante, mais il faut avoir lu les précédentes pour vraiment être touché. Et les 3 dernières pages m'ont fait pleurer. Donc c'était vraiment très doux, très beau, très doux, mais voilà, ça m'a pas transcendé non plus. Mais je regrette pas de l'avoir lu, franchement c'était tout mignon et du coup je commence à me familiariser un peu plus avec la littérature japonaise. Parce qu'au fur et à mesure, j'en lis de plus en plus. Donc voilà, c'est un petit livre japonais, pas très long, mais tout mignon, que j'ai fini. Donc hier, il me restait, je crois, 50 ou 60 pages. Et ensuite, j'ai lu la bande dessinée de Caravage. Je vous l'avais dit hier, j'aurais voulu la lire. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai lue en entière. Elle est assez épaisse, entre guillemets. Je sais pas, elle doit faire une centaine de pages. 118 pages, voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur et je vais vous dire pourquoi j'ai un avis très mitigé sur cette bande dessinée. Donc en fait on va suivre l'histoire de Caravage, donc le peintre. Ici il y a une introduction très intéressante que j'ai lue et qui détermine que la bande dessinée reste relativement fidèle à l'histoire, la vraie histoire de Caravage. Et donc voilà, en fait ce que j'ai aimé, c'est tout ce qui va être dessin d'architecture. Typiquement, le travail là, je trouve ça superbe. J'ai aimé le personnage de Caravage, je l'ai trouvé très fidèle à l'histoire. Comme je me l'étais figuré dans le livre de Peter Dempf que j'ai lu précédemment. Et puis après ça part en cacahuète parce que il y a énormément de sexualité et surtout c'est que la femme est montrée comme un objet sexuel, mais comme si la femme avait envie de se faire maltraiter, vous voyez. Vous voyez ce type de scène, ça me choque en fait.
Je veux bien que les catins étaient très présentes, mais en fait, de là à vouloir se faire... Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup gênée. Et à de nombreuses reprises, voilà, on a des scènes sexuelles un peu tout le long. Alors je suis d'accord que ça fait entièrement partie de l'histoire de Caravage. Mais peut-être que ces scènes-là étaient pas nécessaires dans cette bande dessinée. Voilà. Donc, il y a du bien parce que j'ai trouvé très très fidèle à l'histoire avec un grand H. Il y a du moins bien parce que les illustrations, certaines scènes pour moi n'étaient pas nécessaires. Ce qui était intéressant, c'est les reproductions des tableaux et à chaque partie de l'histoire de Caravage, quel tableau va être lié à son histoire à lui. Et bien sûr, il y a un glossaire à la fin qui est aussi très intéressant. Voilà, donc voilà, je l'ai lu hier. C'est une BD qui reste quand même très jolie et qui est très... c'est un beau livre, voilà, c'est un très beau livre dans la bibliothèque. Donc j'ai terminé ces 2 ouvrages hier et j'ai commencé ma nouvelle lecture, mais j'ai lu qu'une quinzaine de pages, donc je vous en reparlerai, je pense, soit plus tard dans la journée, soit ce week-end, selon comment je me sens. Pour le moment, je me prends un petit café, mon conjoint est en rendez-vous, donc j'en profite pour rester un peu dehors, tranquille. Je vais appeler Émilie maintenant, puisqu'on travaille à distance toutes les deux du coup. Et voilà, et je continue de bosser à la maison. Je suis quand même en dilettante, je force pas trop, mais malgré tout, je dois être présente pour l'équipe et répondre au téléphone aussi pour mes clients. Donc j'essaye de m'économiser un maximum, mais voilà, j'espère que ce week-end j'irai mieux. Et potentiellement je dois me refaire tester lundi je crois, ou mardi. Il faut que je recalcule exactement, que je relise le papier. Mais voilà, allez, je vous laisse, je prends ma vitamine D pour emmagasiner un maximum d'énergie pour la journée. Hello, aujourd'hui on est samedi, je me sens déjà un peu mieux, donc c'est plutôt cool. J'ai pu dormir correctement et hier du coup c'était les nuits de la lecture depuis donc jeudi soir. Donc hier la nuit entre vendredi et samedi, j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. J'ai un petit peu avancé parce que j'avais lu une quinzaine de pages. J'ai repris donc Le Jardin des mensonges de Suzanne Fletcher aux éditions Presse de la Cité. C'est un roman qui est paru il y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises, il a dû sortir novembre-décembre. Je l'avais gentiment reçu de la part des éditions Presse de la Cité parce que Suzanne Fletcher, elle a écrit plusieurs choses, notamment un livre que j'avais lu et adoré, ça s'appelait La fille de l'Irlandais, que j'avais acheté par hasard aux éditions J'ai lu et que j'avais beaucoup aimé.
mais elle est surtout connue pour Un bûcher sous la neige, que j'ai également aux éditions J'ai lu dans ma palle. J'en ai entendu que du bien, donc voilà, quand j'ai vu Suzanne Fletcher, et là le pitch me tentait pas mal. Pour vous faire un résumé, parce que là je suis bientôt à la moitié et que je le dévore, je vais pouvoir vous en parler. Donc dans cette histoire on va suivre... Comment elle s'appelle ? Clara, voilà, on dit tout le temps mademoiselle quelque chose, donc je n'ai pas son prénom. Donc on va suivre Clara, on est en 1914. Au début c'est une adolescente, elle perd sa maman, voilà, elle perd sa maman, elle a une vie un petit peu compliquée parce que même si elle vient de la bourgeoisie londonienne, elle a une maladie, la maladie des os de verre, qui l'handicape énormément. Donc elle ne peut pas sortir ou presque, elle doit faire tout le temps attention à tout, le moindre mouvement, le moindre éternuement, ça peut lui briser des os, enfin voilà, elle a une vie vraiment particulière, mais elle a une volonté, une rage de vivre suite au décès de sa maman, qui était un petit peu son garde-fou, son protecteur. Elle veut vivre, elle veut connaître la vie, et elle va se rapprocher de la botanique. Elle va se rendre compte qu'il y a toute une vie dans la nature qui la passionne, et elle va se passionner donc de botanique. De par ce biais, elle va évidemment grandir. Donc là, dans l'histoire principalement, elle a 20 ans. Elle va se rendre en mission dans une maison dans la campagne où on va la missionner de créer une serre végétale, enfin vraiment une serre avec plein d'arbres exotiques, de fleurs, etc. dans une maison. Donc elle se lance dans ce projet, c'est le projet un petit peu de sa vie pour prouver qu'elle peut faire des choses en dehors de la maison. Sauf que cette maison, eh bien, elle a beaucoup de secrets. Et c'est là que je trouve le travail de Suzanne Fletcher impressionnant, parce qu'il y a un vrai soupçon de style Daphné du Maurier. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une espèce d'ambiance à la Rebecca dans une maison mystérieuse avec des secrets, des fantômes, des couloirs qui craquent, des bruits, un étage interdit, enfin, toute cette chose en fait qui va personnifier le lieu dans l'histoire. Ça, je trouve ça fascinant, et ici Suzanne Fletcher, elle le rend super bien. Bien entendu, Clara, elle veut connaître le secret de cette maison, le secret de cette famille, et elle va gratter un petit peu en dessous de la surface, et c'est là que on va voir qu'il n'y a pas que des jolies choses dans cette maison, et que la seule jolie chose qu'il y a, c'est le jardin. Et donc voilà, elle va se lier plus ou moins d'amitié avec un des jardiniers, un vieux monsieur qui va commencer à lui livrer des secrets, et elle va mener son enquête dans le village. Sauf qu'elle, avec sa maladie des os de verre, elle peut pas faire grand chose, donc du coup elle va vraiment faire travailler ses méninges et être la plus convaincante possible pour obtenir des informations pour assembler les morceaux de ce puzzle géant qui tourne autour de cette maison. Elle en fait une obsession. Voilà, moi je trouve que là pour l'instant c'est super bien écrit. La traduction est très bien. Il y a beaucoup de dialogue, de dynamisme. L'ambiance, elle est vraiment pesante. Et en fait, c'est des vagues. On a l'impression qu'on vit au moment où c'est le jour, ça va, on suit l'histoire. Et quand c'est la nuit, on a une espèce de frisson qui glace l'échine comme ça et qui nous met dans cette ambiance un peu gothique que j'adore. Voilà. Donc j'en suis presque à la moitié. Le seul petit reproche, c'est que les chapitres sont hyper longs. Ils font 40 pages à chaque fois, donc je peux pas m'arrêter n'importe où. C'est un peu embêtant. Mais bon, c'est quand même assez dynamique, donc potentiellement ça se lit vite. Mais voilà, j'aime pas trop. Là, je suis au chapitre 6 alors que voilà, j'ai lu 180 pages. Donc pour vous dire, non, je suis 180, ouais. Plus ou moins. Donc voilà, ça va être ma lecture du week-end. Je sais pas du tout si je vais réussir à la terminer ce week-end ou pas, mais bon, c'est bien parti pour, parce que je me régale. Donc voilà, je vous donnerai mon avis final, mais c'est déjà une très bonne lecture. Ensuite, j'ai commencé à lire un recueil qui est là-bas, donc je vais pas me lever, mais c'est Les Lettres choisies de la famille Brontë. C'est un recueil de lettres qui a été publié chez Folio et chez les éditions de la Table Ronde. Je crois que Florence a cette version-là, que je lis avec Flow & Books du coup. On picore un petit peu des lettres de la famille Brontë, et notamment c'est 90% des lettres de Charlotte Brontë qu'elle a écrit autour d'elle, et en fait ça retrace un petit peu sa vie, l'ambiance de la famille, le caractère de ses sœurs, etc. Et voilà, bon, j'en suis au tout début, j'en ai lu que quelques-unes, plus la préface, mais c'est assez intéressant, donc je pense que je vous en reparlerai plusieurs fois, soit dans ce carnet de bord, soit dans les carnets de bord prochains, parce que c'est un pavé, il y a 300 lettres, donc on a le temps d'en reparler.
Sinon j'ai reçu 2 choses, donc je vais essayer d'être rapide puisque j'ai déjà mal à la gorge. D'abord je me sers un thé dans ma méga théière Maison du Monde que m'a offert ma tante Béa. Donc je me sers un petit thé parce que j'ai trop mal à la gorge. J'ai reçu 2 choses. Tout d'abord j'ai reçu un paquet de Léa. Alors ça tombe bien parce que je suis en train de lire. Donc, dans mon jardin de mensonges, j'ai mis son marque-page. Bookstagram Reader qui est un peu végétal, un peu couleur grise bleutée, qui se marie super bien avec ma lecture. Donc je suis trop contente. Et donc je pense que c'est un nouveau marque-page. Encore une fois, vous avez dans ma barre d'infos le lien de la boutique de Léa. Si vous voulez, vous aussi, vous en procurer un. Toujours aussi bien emballé, c'est très très mignon. Toujours sa petite carte, la Eucalyptus, j'adore. Ça a l'air d'être un marque-page un peu sanglant, j'ai l'impression. Yes. La vie peut être belle, ça peut valoir le coup de se battre pour elle. Stephen King, ouais, trop bien. Avec 2 styles d'écriture différents. Mais il m'a l'air un peu plus court, non? Peut-être que c'est pour un poche. Ah non, c'est exactement la même taille. J'ai un effet d'optique, mais je pense que les poches, ça doit être à la bonne taille. Trop classe. Merci beaucoup Léa, je l'adore. En plus ça ira parfaitement avec ma lecture de Stephen King du mois d'avril. Trop cool. Merci beaucoup. Ils sont trop classe. Et puis alors, j'ai reçu de la part de HarperCollins. Voilà. J'ai reçu un paquet de la part de HarperCollins. Je ne sais pas si vous avez vu mon adresse. Et alors je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est manifestement une surprise de Noël parce que j'avais reçu un email comme quoi j'allais recevoir une surprise de Noël. Et je vois que c'est un carton bien fourni. Alors, on a un petit mot. C'est joli. Chère Estelle, on voulait commencer l'année avec vous en vous offrant les livres de notre rentrée d'hiver et des chocolats. Wouhou, on adore. On vous souhaite une très belle année 2022. Donc merci beaucoup la team. HarperCollins France vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022. La plaquette est super cute avec les petites fleurs. Alors, les chocolats, on s'en fout un peu. La plaquette, alors, littérature française. Donc ça, c'est leur rentrée littéraire de janvier, j'imagine. Alors, je vois qu'il y a plusieurs livres, mais je ne sais pas, j'ai pas du tout regardé ce qui allait paraître en janvier. Là, je suis un petit peu à la ramasse, je vous avoue. Donc, je vais me faire un plaisir de mettre le nez là-dedans. Et de voir un petit peu ce qui va se faire. Alors, je vous montre rapidement. Ça, je ne sais pas ce que c'est peut-être ça les chocolats. Ah oui, voilà. Ah, c'est des petits carreaux. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Ah non, mais c'est trop chou par contre. C'est vraiment dommage que je sois allergique, mais là, il y a vraiment un travail de fou. Chaque chocolat a une couverture... Ah, je suis tombée dans a une couverture d'un livre. C'est trop classe. Je vais vous en montrer un. Au hasard. Hein. Le corbeau d'Oxford. C'est trop classe. Ça, c'est vraiment stylé comme goodies. Malheureusement, voilà, je ne pourrais pas les manger, mais... Ah là là, avec le clair favant. Trop bien. C'est trop classe. Bravo. J'ai bien fait de l'ouvrir. Je ne sais plus comment c'était fermé. Ah oui, comme ça. Bravo, bravo pour ce beau packaging aussi. Je suis toujours très admirative du marketing, vous vous en doutez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les adieux à Gabo et Mercedes de Rodrigo Garcia. Les derniers jours de Gabriel Garcia Marquez. Ah oui, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. En 2014, la santé de l'écrivain et prix Nobel de la littérature Gabriel Garcia Marquez, déjà atteint de la démence sénile, se dégrade brutalement. Mercedes Barcha, sa femme, glisse à leur fils Rodrigo. Cette fois-ci, nous ne pourrons rien faire. Je pense que... Ah oui, voilà, les adieux de Gabo et Mercedes. Donc je pense que c'est sa famille qui a écrit du coup... Ah, il y a plein d'images. Qui a écrit les derniers jours de cet auteur que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Gabriel Garcia Marquez, mais je crois que ma mère l'a lu et elle l'apprécie énormément. Donc je pense que ça c'est plus un essai ou un récit de vie peut-être.
tout cas, il est très joli. Ensuite, j'en ai reçu 2 autres. Alors, j'ai reçu Nicolas Lacurière Nueve Cuatro. Manifestement, on est très hispanique dans ce colis. Alors, qui connaît le 9-4 ? Qui connaît ceux qui y vivent et y survivent, et surtout qui connaît son miroir inversé. Le 9-4, dans le 9-4, le Nuevo Cuatro. Un pays des merveilles peuplé de paumés, de cramés, de caïds, de macs, d'animaux sauvages et de toutes les histoires extraordinaires qui vont avec. Parmi eux, Henri, comptable à la retraite qui a perdu sa moitié, puis un orteil pour cause de diabète. Son quotidien ressemble à un long fleuve tranquille jusqu'au jour où sa voisine Clara disparaît des radars. Souleyman, recouvreur de dettes à la petite semaine, rêvait de devenir flic. Chercher cette fille, c'est ce qui lui manquait pour relancer son cœur au ralenti. Brahim, enfin, boss du Nueve Carto, son règne semble éternel, mais il commence à perdre la tête. Mettre sa ville à feu et à sang sera son dernier coup d'éclat. Donc j'imagine que c'est l'histoire de ces 3 hommes qui vont se mettre en quête de chercher cette fille, Clara. Odyssée noire et conte urbain. Et effectivement, ça a l'air d'être très contemporain, un peu un thriller contemporain qui mêle un peu les nouveaux cartels et la banlieue, avec toutes ces histoires de flics qu'on peut entendre. Je trouve que c'est un peu à la sauce Olivier Norek, mais peut-être plus hispanique, je sais pas. Mais pourquoi pas, ça a l'air vraiment bien. Cool, je connais pas Nicolas Lacurière, ça me dit quelque chose mais je ne l'ai absolument jamais lu. Je sais même pas si avant il a écrit quelque chose. Non, mais il est co-scénariste de la série à succès Validé. Donc j'imagine que ça doit être peut-être sur Netflix. I don't know. Et enfin, une couverture aussi un peu décadente. Sophie Pointurier, la femme périphérique. Un mur tombe, un homme disparaît et c'est elle qu'on accuse. La couve est assez énigmatique. Peter et Petra Wolf forment le couple le plus en vue de la scène artistique allemande depuis les années 90. Il est l'artiste maudit de l'Est dont on a perdu la trace. Elle est l'ancienne professeure d'art plastique venue de l'Ouest que le petit monde de l'art envisage comme la gardienne du génie de son homme. Une femme sans talent qui divise dans un pays coupé en 2. 30 ans après la chute du mur, alors qu'une biographie est en préparation au sujet du duo culte, un mystère plane sur les circonstances de la disparition de Peter, et la perspective d'une actualité brûlante crée du remous dans le circuit des musées. Qui a tué le peintre? Usurpation d'identité, fraude, faux ou usage de faux, tout accuse Petra. L'enquête entre Paris, Berlin et New York révélera ce que la légende jusque-là avait eu. La femme périphérique est une passionnante plongée dans le monde de l'art, un vibrant premier roman qui pose la question des oubliés de la création. Je ne sais pas si ces personnages sont réels ou si c'est une fiction. Moi, je ne les connais pas, mais je suis très mauvaise en culture de l'art, donc je ne sais pas. Mais par contre, le sujet au niveau de la peinture, de la disparition, des mémoires, la biographie, la chute du mur du Berlin, ça peut être hyper intéressant. Donc, ouais, des 3, je pense que c'est celui-là qui me tente le plus. Mais c'est vraiment des styles complètement différents. En tout cas, cette rentrée littéraire HarperCollins, elle a l'air plutôt chouette. Je vous invite vraiment à regarder ce qui va sortir. Moi, je vais tranquillement regarder le catalogue. Mais merci beaucoup à la team HarperCollins. Du coup, je vais essayer de découvrir ça rapidement. Et puis, je pense que mon chéri se fera un plaisir de goûter vos chocolats. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Maintenant, je vais boire mon thé dans ma tasse eucalyptus et surtout je retourne là parce que là j'ai trop hâte, je ne fais qu'y penser, donc je vous dis à plus.
Hello, aujourd'hui on est dimanche et comme vous l'avez vu, j'ai brunché avec mon conjoint dehors sur la terrasse. Là ils annoncent 12 degrés, mais clairement on est à un ressenti bien au-dessus, je pense 15-17, ça fait vraiment du bien. Du coup je viens de m'installer là sur mon petit transat vraiment au soleil. Du coup je vais tourner la caméra, ce sera plus facile. Du coup, bon ça c'est l'essentiel du week-end. Un petit thé qui est en train de refroidir et mes 2 lectures. Donc les lettres choisies de la famille Brontë que je lis avec Florence. Alors c'est un gros livre qui fait 600 et quelques pages, mais en fait il y a un glossaire assez long. Voilà, enfin bref, il y a 300 lettres. Donc je sais pas trop où ça s'arrête, autour de là. Il y a 300 lettres, la plupart sont celles de Charlotte Brontë et quelques-unes du reste de sa famille. Alors moi je suis au tout début, je suis à la lettre 3. Voilà, donc vraiment au tout début, mais je vais avancer un petit peu, picorer quelques lettres pour en savoir plus sur leur vie. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir en fait le cheminement de leur histoire via les récits qu'elles racontent à leurs proches, notamment Charlotte qui raconte à sa meilleure amie. Donc du coup je vais continuer un petit peu ça, je pense là maintenant. Et sinon dans un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, j'ai vraiment bien avancé puisque il me reste 120 pages je crois. Je suis là au chapitre 12 et donc il me reste ça. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui parce que c'est trop bien. Je vous en reparlerai mieux je pense en fin de journée ou demain. Mais je me régale, c'est vraiment une très bonne lecture. J'adore l'ambiance, je trouve que on est sur un style gothique, un peu la Daphné du Maurier, mais je vous en ai déjà parlé. Mais l'histoire est très bien menée et il y a une ambiance addictive aussi. Enfin, pas une ambiance, mais disons plutôt un style d'écriture addictif qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc je vais reprendre ça un peu plus tard. Je vais d'abord lire quelques lettres. Parce que je veux pas m'écœurer des lettres des Brontë, donc je vais en lire quelques-unes et ensuite je reprendrai ma lecture du Suzanne Fletcher. Voilà pour ce matin, là vous avez entendu le clocher, il est je pense midi ou 13h. Non, il est midi, pardon. Voilà, vous l'entendez. Donc du coup il est midi, nous on a brunché donc on va pas manger ce midi. Donc voilà, je vais m'atteler à ces lectures et je reviendrai plus tard. Et là, on a un petit monsieur. Il kiffe sa vie. Ça va? Allez. Hello, aujourd'hui on est lundi, je viens conclure ce carnet de bord. Tout d'abord, pour vous donner des nouvelles, je vais beaucoup mieux, j'ai presque plus de symptômes, simplement j'ai perdu un petit peu le goût, mais sinon ça va beaucoup mieux, j'ai moins mal à la gorge et tout ça. Donc je suis assez contente et soulagée que le plus dur soit derrière moi. Du coup, je viens vous parler de mes lectures et ensuite je conclurai ce carnet de bord. Encore une fois, je suis désolée pour la lumière. J'ai un petit peu avancé hier les lettres choisies de la famille Brontë, là que j'ai dans les éditions Folio. Je suis à la 15e lettre. En fait, c'est un recueil de 300 lettres de la famille Brontë, notamment 90% sont des lettres de Charlotte. On va commencer le récit, enfin c'est pas du tout un récit, pardon. On va commencer le recueil, c'est ça que je voulais dire, en 1921 et ça va jusqu'à la fin, je crois, jusqu'à la mort quasiment de Charlotte. J'ai pas la fin, si. 1855, voilà, donc de 1821 à 1855, ça fait un paquet d'années et ça fait un paquet de lettres. J'ai beaucoup aimé en fait la préface de Laura L. Mackie. Ça m'a donné très envie de lire son livre sur les Brontë notamment. Et il y a aussi un petit mot
de je ne sais plus qui, bref, je peux arrêter de vous parler de ces détails. Contrairement à Florence, moi j'aime bien cette couverture. Florence, elle l'a dans le format broché, donc des éditions de la Table Ronde, si je dis pas de bêtises. Et on le lit ensemble, on picore en fait des lettres pendant tout le temps que ça va nous durer. Mais voilà, moi j'en ai lu 15, je vais en picorer encore quelques-unes ce soir. Ça ne spoile rien, là on est vraiment sur la vie et uniquement l'intimité, le quotidien de la famille Brontë, donc que ce soit les sœurs, le père, le frère, la tante aussi, la tante Branwell qui est un petit peu là aussi. Voilà, donc non, ça ne spoile rien, vous pouvez y aller si vous n'avez lu que un ou deux Brontë ou pas du tout, ou aucun. En tout cas, pour ceux qui en ont lu, ça vous donne encore plus envie d'en découvrir d'autres. En tout cas, Florence et moi, on est à fond, on a très envie de découvrir Shirley, le professeur, Villette, enfin voilà, d'autres qu'on n'aurait pas lu. Emily n'en a écrit qu'un, c'est Léo de Hurlevent, et ça a été mon tout premier Brontë, donc je l'ai déjà lu. Anne Brontë, j'en ai lu 2. Agnès Grey et la recluse du manoir de Wildfeld, et de Charlotte, je n'ai lu que Janner. Mais quelle lecture! Voilà, donc ça c'est la lecture qui va me suivre un peu tout le temps, donc je pense pas vous faire à chaque fois un petit récap sur ce recueil, mais je vous dirai comment j'avance. Et donc du coup hier soir, dimanche soir, j'ai terminé Le Jardin des mensonges de Suzanne Fletcher aux éditions Presse de la Cité. Suzanne Fletcher, notamment connue pour son roman Un bûcher sous la neige, que vous avez sûrement dû voir passer, dont Margot Liseuse en fait l'éloge. Voilà, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis 100 000 ans, mais que je n'ai jamais lu. Moi, j'avais lu La jeune fille de l'Irlandais, et j'avais beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre Clara, qui a la maladie des os de verre, on est en 1914 à Londres. Elle est passionnée de botanique, elle est dans une phase de sa vie où elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle a une santé très fragile, mais elle a une volonté de vivre très forte, et elle perd sa maman. Elle ne sait pas qui est son père biologique, ça c'est dès le début, mais son père adoptif est très bienveillant, très gentil, etc. etc. Et elle a envie de s'émanciper parce qu'elle a 20 ans et qu'elle a envie de partir et de faire sa vie. Un poste va lui être proposé tout à fait par hasard, qui est de créer une serre végétale dans un manoir dans la campagne, et pour un monsieur, pour un gentleman qui souhaite avoir une merveilleuse serre dans son jardin. Donc elle va arriver, la serre est toute neuve, il n'y a absolument rien dedans. Elle va arriver un petit peu avant la cargaison de plantes, et c'est là qu'elle va un petit peu appréhender son nouvel environnement, elle qui n'est jamais sortie ou presque de chez elle à cause de sa maladie, puisque au moindre choc ses os se brisent, au moindre éternuement elle se casse les côtes, enfin voilà, c'est une maladie qui a l'air fort cruelle, et elle découvre tout cet environnement, sauf qu'elle va creuser un peu trop, et elle va déterrer les morts. C'est horrible, mais il y a un peu de ça. Et là on va se rendre compte qu'en fait ce manoir et cette ville cachent d'énormes secrets. C'est très gothique, il y a des fantômes, il y a bien sûr des secrets, des ragots, et personne ne veut lui parler, mais en même temps tout le monde chuchote. Et en même temps, elle va être aussi le sujet même de nouveaux ragots, puisque elle a des infirmités à cause de sa maladie, parce que elle ne s'attache pas les cheveux, parce que c'est une femme un peu rebelle, et qui a une volonté de vivre où elle se fiche des préjugés, mais elle va un petit peu renverser la table et ouvrir les placards, quoi, entre guillemets. Et j'ai vraiment adoré ce livre, c'est un coup de cœur, pour moi il y a tout dedans, il y a une ambiance, il y a un personnage fort qui n'est pas du tout stéréotypé, il y a des personnalités, il y a une force d'écriture, une très belle traduction. C'est à la fois poétique et à la fois contemporain. Pour moi, c'est une Daphné du Maurier plus moderne, avec plus de rage, plus de tonus, tout en étant dans une ambiance gothique génialissime. Le dénouement est bon, voilà, c'est ce que je voulais. Il y a des choses dont je m'attendais, il y a des choses dont je ne m'attendais pas. J'ai adoré Clara, j'ai adoré la fin. Voilà, bref, à part les chapitres ultra longs qui font 40 pages, qui sont pas super agréables parce que du coup, moi j'aime bien m'arrêter dans les petits chapitres, mais sinon, c'est un coup de cœur pour moi, Le Jardin des mensonges. Je pense que je ne l'oublierai pas de sitôt parce que l'histoire me hante encore. Donc je vous le recommande
vraiment, vraiment, si vous aimez tout ce que j'ai dit là jusqu'à présent. Voilà. Et il est sorti il n'y a pas si longtemps, je pense, en novembre ou en décembre chez Presse de la Cité, donc vous ne le trouverez pas encore en poche. Mais peut-être l'année prochaine chez J'ai lu, puisque ses précédents, je crois, sont chez J'ai lu. Peut-être je dis une grosse bêtise, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Du coup, j'ai commencé autre chose. J'ai commencé les derniers jours de Stefan Zweig aux éditions J'ai lu. Je vous en avais brièvement parlé dans un précédent carnet de bord. Je l'avais emmené avec moi chez le dentiste il y a 15 jours et je n'avais lu que quelques pages. Du coup, avant de commencer une prochaine lecture commune qui a lieu demain ou après-demain, je vais essayer de le terminer. Il fait 180 pages, j'en ai lu 40 hier. Et en fait, ici, Laurent Sexic va raconter, tel un narrateur omniscient, les derniers jours de Stefan Zweig. Ok, Estelle. Puisque Stefan Zweig aura eu une vie mouvementée, puisqu'il va partir dès 1936 de Vienne, il va quitter Vienne et il va se rendre aux États-Unis pour plus tard se retrouver au Brésil. Je vous la fais super courte, où il va finalement poser ses valises avec sa femme Lotte. Et voilà, il a déjà un passé d'écrivain connu, nanani. Et en fait, on revient sur ces derniers jours-là parce que très bientôt, il se donnera la mort au Brésil, je crois. Donc je vais bientôt le savoir. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est cette rétrospective sur sa vie parce que en fait, le point de départ du roman, c'est quand il pose ses valises au Brésil avec son épouse. Et chacun d'eux va, au fur et à mesure du déballage des valises, retourner en arrière pour raconter un souvenir plus ou moins loin. Donc lui, il va commencer par déballer ses livres. Et chacun de ses ouvrages, pas forcément les siens qu'il a écrits, mais chacun de ses livres de sa bibliothèque vont raconter une histoire et vont le ramener dans un passé avec un souvenir. Et donc en fait, on a ces allers-retours dans le passé qui sont très bien faits, qui sont fluides, cohérents. C'est pas non plus un passé de son enfance, c'est vraiment des choses plutôt récentes et je trouve ça super agréable. Et il y a aussi une mise en contexte des livres de Stefan Zweig, sans spoil, bien sûr, on n'est vraiment pas du tout sur du spoil de Stefan Zweig, enfin pour l'instant. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir sur certains de ses souvenirs une petite note où Laurent Sexic va rajouter une petite information, bah, c'est l'endroit où j'ai écrit le joueur d'échecs, etc., etc. Enfin, et du coup, j'aime bien cette mise en abîme de livre dans le livre, où on retourne sur les pas de l'auteur Stefan Zweig, tout en ayant une partie très sensible, une face très sensible de l'auteur, puisque il se découvre et se redécouvre avec ce déballage et en même temps on est sur une fin de vie, on le sent même s'il n'est pas vieux. Lui, il a l'impression que ça y est, il a abouti, il met un point final à sa vie. Et il y a une espèce de nostalgie un peu triste, mélancolique. C'est vraiment le mot, je pense, mélancolique, que ici l'auteur arrive super bien à retranscrire. En tout cas, je pense, maintenant que je lis, que effectivement une mélancolie, elle a un petit peu suivi Stefan Zweig au cours de ses écrits et de sa vie. Il voyait arriver les choses, il était très visionnaire, il avait vu arriver la guerre, l'anti-juif et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'il est parti assez tôt. Certains l'ont traité de lâche et d'autres l'ont admiré pour sa vision. Et voilà, donc je suis fascinée par cette histoire. Alors c'est pas une lecture fluide et facile parce que ici c'est un récit, donc il n'y a absolument pas de dialogue, c'est pas léger comme lecture, ou alors il y a très très peu de dialogue, mais c'est immersif et si vous aimez Stefan Zweig, je pense que voilà. Moi ça va faire 1 an que j'ai connu Stefan Zweig puisque j'ai démarré ma découverte du joueur d'échecs en mars l'année dernière grâce à Florence. Et après ma lecture de 5 ouvrages, j'en suis là. J'ai une fascination pour cet auteur, donc je compte bien continuer à le découvrir par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée pour le décor de ce carnet de bord qui est très limité à mon salon, ma bibliothèque et mon jardin. Mais voilà, j'étais en quarantaine, donc un petit peu obligée de faire comme ça.
J'espère quand même que ça ne vous a pas dérangé et que vous avez pu noter quelques livres, peut-être certains vous ont inspiré. Mais en tout cas, je vais vous laisser ici, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.